dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Salut, je m'appelle Alex, je suis brasseur à la brasserie et distillerie Champ Libre. Champ Libre, ça a été vraiment l'initiative de mes associés qui rêvaient d'une entreprise de ce genre-là depuis quelques années. Ils constataient que dans le coin, il y avait peu ou pas d'entreprises brassicoles ni de distillerie parce qu'on a le permis aussi pour distiller des spiritueux. Donc, de fil en aiguille, par personne interposée, on est venu à se rencontrer. Moi, j'étais à l'emploi déjà d'une autre microbrasserie sur la Rive-Sud. Et puis, je suis embarqué dans le projet. Je trouvais ça super motivant. Donc, à l'automne 2017, on a commencé à s'installer. Et l'ouverture ici de la boutique du salon de dégustation s'est faite en mai, le 19 mai de cette année. Et depuis ce temps-là, on a beaucoup de brou dans le toupette. À l'instar de beaucoup de brasseurs artisans au Québec, j'ai été formé vraiment un peu à l'ancienne. J'ai été formé à l'ancienne avec un maître et un apprenti. Maintenant, il y a des formations professionnelles qui se donnent parce qu'il y a une demande vraiment de personnel formé. Il y a beaucoup de microbrasseries maintenant, mais à l'époque, quand j'ai commencé, on parle de 2007, 2008, c'était vraiment la seule façon, c'était vraiment d'apprendre avec un maître. Et aussi, j'ai eu la chance d'aller en Europe faire un stage. Je suis allé dans une microbrasserie en Alsace, en France. Dans une petite brasserie qui a à peu près la même capacité de production qu'ici, qui fait beaucoup de bières biologiques. Et ce qui était vraiment intéressant pour moi, c'est que l'Alsace est vraiment à cheval entre la France et l'Allemagne et pas très loin de la Belgique aussi. Donc j'ai pu me promener, j'ai visité beaucoup de brasseries en Allemagne, en Belgique. Ça m'a permis de faire mon bagage en fait d'inspiration de différents styles de bière. C'était vraiment super intéressant.
c'est l'intérieur de cette cuve-là. Ça, c'est la cuve qu'on appelle la cuve d'empâtage. C'est là-dedans vraiment que la première étape principale du brassage se fait. Là, il ne reste plus de liquide dedans. On voit les résidus de céréales qu'on appelle les drèches. Ce qu'on fait dans cette cuve-là, c'est un peu comme un... Ça peut ressembler à un gruau, si on veut, assez liquide. Et on laisse tremper les céréales. Dans la plupart des cas, c'est du malt d'orge. Il peut y avoir, dans certaines recettes, du blé, de l'avoine, des fois d'autres céréales, mais la plupart du temps, c'est du malt d'orge. Donc, ce trempage-là, le but, c'est vraiment d'aller chercher les saveurs de la céréale et aussi de convertir les sucres que dans la céréale, qui sont des sucres assez complexes, une molécule assez longue. Donc, les enzymes, à certains paliers de température, vont scinder la chaîne de sucre, la chaîne moléculaire de sucre en plus petites molécules que la levure, après ça, va pouvoir faire fermenter. La raison pour laquelle on fait ce trempage-là, si je peux faire un parallèle avec le vin, évidemment, le vin, c'est du jus de raisin fermenté. Le raisin, on le prend, on le presse, on obtient le jus. Mais si on fait ça avec une céréale, ça va être difficile. Donc, on doit créer ce jus-là qu'on appelle le mou, M-O-U-T, comme du mou de pomme ou mou de raisin, justement. Donc, une fois que le trempage est terminé, on va soutirer ce liquide-là, ce jus de céréales-là. Au fond de cette cuve-là, il y a un filtre. En fait, c'est une plaque avec des fines lignes qui permet vraiment de soutirer le liquide et de garder les résidus de céréales dans la cuve qui, plus tard, vont être pelletés dans un bac et ça s'en va pour des fermiers, en fait. Il y a un couple du coin qui ont un élevage de vaches, un élevage bovin. Donc, les vaches adorent ça. Apparemment que c'est vraiment du bonbon. Ils entendent le bac arriver, puis ils longent la clôture parce que c'est leur petite collation préférée. Puis nous, ben, on est super contents parce que c'est pas un déchet, c'est récupéré. Donc, tout le monde est heureux. Dès notre premier été, c'était important pour nous, même si on était vraiment très occupés à démarrer la production, c'était important pour nous de commencer des premiers tests de culture avec de l'orge. On avait un petit lot expérimental, on a semé vraiment à l'ancienne, vraiment à la main, de l'orge pour, en fait, qui est une des matières premières principales de la bière, qui devient plus tard du malt d'orge. Donc on voulait quand même tester ça. On sait que c'était pas pour faire nos bières avec ça, c'était vraiment juste pour essayer, voir comment cette culture-là se comporterait ici. On a aussi planté une dizaine de cerisiers pour éventuellement faire une bière avec ces cerises-là. On a aussi, cet été, on a fait une bière spéciale avec des fleurs des champs qu'on avait cueillies à la main, vraiment, ici. Ça fait vraiment partie de notre philosophie, de nos valeurs, de travailler le plus possible avec notre terroir. On a aussi une ruche, parce qu'éventuellement, on aimerait faire une bière avec notre propre miel. Donc, si ça se passe bien, on s'entend, on n'aura jamais comme des dizaines et des dizaines de ruches, mais si on peut en avoir 2, 3, 4 de plus, juste pour être autosuffisant, avoir assez de miel pour faire une bière avec ce miel-là, je pense que ça fait vraiment partie des choses très ancrées dans le terroir qu'on veut faire ici.
fois que le liquide est transféré, ça va dans cette cuve-là ici, qui est la cuve d'ébullition. Donc, c'est vraiment l'étape qui est en train à laquelle on est rendu. Ça peut, si je peux faire un parallèle avec les cabanes à sucre, ils vont faire bouillir l'eau d'érable pour le concentrer en sucre. C'est une des raisons pour laquelle on fait bouillir le mou avant que ça devienne de la bière. On va aussi, à cette étape-là, mettre du houblon. Le houblon qui est vraiment... C'est une infime quantité là, dans la recette. Nous, ici, pour 1200 litres, dépendamment des recettes, on parle de... en kilos, 1 à 5 kilos, parfois plus, parfois moins, mais c'est vraiment une petite quantité de houblon qui va dans la recette. Mais le houblon, c'est très... Ça a un potentiel amérisant pour créer de l'amertume qui est très fort, donc c'est très résineux. Donc on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Je dis souvent que c'est un peu comme la feuille de laurier dans la sauce à spaghetti. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça goûte. Donc si on met le houblon au début de l'ébullition, que ça bouille longtemps, on va vraiment extirper beaucoup de résine amérisante, si on veut. Donc on va obtenir une bière plus amère. Si on met par contre le houblon plus vers la fin de l'ébullition, on va obtenir quelque chose qui est plus aromatique. C'est un petit peu comme un sachet de thé. Si on laisse tremper un sachet de thé vraiment longtemps, on va avoir un thé qui goûte très fort. Si on fait juste le tremper quelques secondes, ça va être plus aromatique, mais ça ne goûtera pas trop. Donc, c'est vraiment des paramètres avec lesquels on peut jouer. Il y a vraiment des dizaines de variétés de différents houblons avec lesquels on peut composer. Il y en a qui sont plus herbacés, il y en a qui sont plus citronnés, voire fruités. Il y a des houblons qui goûtent presque la mangue. C'est vraiment intéressant. Souvent, il y a effectivement une grande expérience dans ce qu'on pourrait appeler les vieux pays, les vieilles influences brassicoles. C'est des connaissances qui datent de plusieurs siècles, qu'on respecte beaucoup comme brasseur. Mais souvent, ça vient aussi avec un certain aspect conservateur. Puis c'est correct, préserver les traditions, je respecte beaucoup ça. Les brasseurs en Amérique du Nord, au Québec, mais aussi aux États-Unis, ont un côté créatif parce qu'il n'y a pas peu ou pas de barème. Le nom Champ Libre aussi fait référence à ça. Oui, il y a l'aspect agricole, mais il y a aussi l'aspect avoir le champ libre. On peut vraiment faire ce qu'on veut, en fait. Oui, ça veut dire parfois réinterpréter un style traditionnel avec une petite touche un peu plus moderne. Des fois, ça peut être vraiment sortir des sentiers battus. Mais les brasseurs au Québec, de plus en plus, sont à l'international, ont une réputation d'être très créatifs. Et notre culture fait quand même, en général, le pont entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Donc, ça se reflète aussi
dans notre production brassicole. C'est vraiment des particules de houblon et de protéines. Parce que je viens de prendre un échantillon pour vérifier la densité en sucre. Mais là, en fait, l'ébullition est terminée. On va arrêter la vapeur et on va commencer l'étape qu'on appelle le tourbillon. Donc, avec une pompe, on va faire recirculer avec un mouvement circulaire dans la cuve pour, en fait, ça vient centrifuger ces particules-là qui vont s'agglomérer et descendre au fond de la cuve pour clarifier le mou. Parce qu'évidemment, on ne veut pas avoir ces particules-là dans la bière finie. Donc, mais ça me permet quand même de contrôler à cette étape-là la densité en sucre, qui est important en fait à vérifier pour obtenir le taux d'alcool final de la bière. On va vous montrer qu'est-ce qu'on fait dans les samples. On fait ça dans un petit plateau en bois qui est en réalité un de nos tonneaux qui a été recyclé. Comme vous pouvez voir sur le côté, c'est un peu incurvé, c'est parce qu'avant c'était un tonneau. On va vous montrer les 4 bières qu'on a actuellement. Elles changent vraiment beaucoup. C'est à peu près à toutes les semaines qu'on va avoir une nouvelle bière, qu'on va en remplacer une par une autre. C'est assez diversifié en plus. La première que je vais vous servir, c'est la simplicité volontaire. Comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est la favorite d'Alex. Elle est très effervescente. Notre seconde, ça va être notre IPA, une des premières bières qu'on a brassées. C'est l'Épicentre. La troisième, c'est notre IPA forte qui a été une des bières les plus appréciées cet été. C'est la Soleil Jaune, juste ici. Une IPA forte excellente à boire au bord de la terrasse. Et ma favorite, c'est une Imperial Breakfast Stout qui a été vieillie en baril, affinée dans un baril de Bourbon. Puis c'est tellement noir qu'on peut même pas voir le logo Chanligne. C'est ma favorite. Il y a beaucoup vraiment de qualités qu'un brasseur peut avoir. Il y en a qui sont très rigoureux, qui sont presque des biochimistes là, qui vont tout mesurer. C'est sûr que il faut une certaine constance, il faut une certaine rigueur, on ne se le cachera pas. Il faut aussi un bon instinct. Puis ça... C'est difficile de... En fait, l'instinct, on l'a ou on l'a pas. Je suis pas en train de présumer que j'ai un meilleur instinct que les autres, mais des fois, en goûtant des choses, en ayant des bonnes idées, il faut être créatif. Il faut vraiment laisser libre cours à sa créativité. Avoir du plaisir aussi. On fait de la bière artisanale. Il y a assez de choses qui vont mal dans le monde. Nous, on a la chance de faire quelque chose qui consommé en modération, on s'entend, mais qui rend les gens heureux. Ça permet vraiment de passer du bon temps. On dit souvent que la bière est un lubrifiant social. Ça permet vraiment de tisser des liens, d'agrémenter des discussions, toujours avec modération, on s'entend. Mais ouais, je pense qu'il faut garder à l'esprit quand on est brasseur qu'on fait quelque chose de plaisant pour les gens. Puis aussi, il faut être curieux. C'est super important de rester curieux, rester modeste aussi. Il faut pas penser qu'on a tout appris, puis bon, ça a beau faire 11 ans que je fais ça professionnellement, mais j'en apprends encore à chaque semaine, tu sais, puis il faut rester ouvert, il faut rester curieux à apprendre comme ça. Puis d'ailleurs,
quand les gens me disent « Ah ouais, c'est toi le maître brasseur », souvent je les reprends, puis c'est pas de la fausse modestie, mais c'est juste, je suis pas un maître encore, pour vrai. Tu sais, j'ai 34 ans, peut-être quand j'en aurai 60, je serai un maître, mais dans ma conception des choses, un maître, c'est quelque chose qui n'a plus rien à apprendre, qui contrôle, qui comprend tout d'un sujet. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, puis c'est ça, un bon brasseur, c'est quelqu'un qui reste tout le temps à la recherche de connaissances, qui veut approfondir ses connaissances. Dans le fond, la céréale a été concassée, on voit qu'elle n'est pas entière, mais il ne faut pas qu'elle soit trop finement moulue non plus. Sinon, ça pognerait en pain. Puis ça serait pas le fun. On est super content d'avoir une femme dans notre équipe parce que le milieu des microbrasseries, on se le cachera pas, là, il y a beaucoup de brasseurs barbus et bedonnants, puis c'est correct, là, on s'assume, mais c'est vraiment... c'est le fun de voir qu'on tend vers un peu plus d'équilibre, si on veut, dans l'industrie. Il y a de plus en plus de femmes qui s'impliquent. C'est vraiment une très bonne chose. On est vraiment, vraiment content de ça. J'ai des bras qui vont un petit peu plus loin. OK, vas-y. Prends ton souffle. C'est de faire quelque chose en haut. Je vais juste libérer le plus possible pour qu'on soit capable peut-être de le tourner, ouais. On a un engrenage qui a rendu l'âme après le moteur qui fait tourner le râteau. Fait que là, on est encore plus artisanal que d'habitude. Il va à l'huile de bras. Et on aime ça.
En fait, on veut vraiment développer l'aspect agricole. On pense pas... En fait, on est conscient que ça sera jamais 100% de nos bières qui vont être vraiment faites à partir de nos matières premières. Mais si on peut en avoir quelques-unes qui le sont, moi, ça serait vraiment un bel objectif professionnel et entrepreneurial. On est une entreprise aussi, tous les actionnaires, on a vraiment l'environnement à cœur. Je pense qu'à notre époque, on ne peut plus faire autrement. Je pense que c'est vraiment important que les entrepreneurs aussi, en fait, en parlent. Parce qu'on entend souvent dire que les entrepreneurs veulent juste faire de l'argent, ils ne pensent pas à l'environnement. Non, c'est faux. C'est vraiment au cœur de nos valeurs. Oui, on s'entend, on veut que l'entreprise prospère. Là. Une entreprise qui ne prospère pas, c'est difficile de payer les employés. Là. Puis, by the way, en passant, on aime vraiment beaucoup notre équipe, nos employés, puis ils ont des familles, puis on veut que notre équipe prospère. Donc oui, c'est normal de vouloir faire prospérer une entreprise, mais pas au détriment de la communauté, pas au détriment de l'environnement. Je pense qu'on peut plus se cacher, on peut plus faire l'autruche. Une jeune entreprise, à notre époque, se doit d'être un acteur positif pour sa communauté, pour son environnement. C'est vraiment quelque chose qui est très solidement ancré dans les valeurs de l'entreprise. Puis c'est quelque chose que, en fait, je pense qu'on va essayer de le pousser le plus loin possible, vraiment. Développer cet aspect-là dans la communauté et pour l'environnement, pour Champs Libres, avec Champs Libres. Voilà. On pourrait dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller?